Votre vie est le reflet de vos pensées. Changez votre façon de penser et vous changerez votre vie. 85% des gens souffrent d'une faible estime de soi liée à un discours intérieur négatif à un moment donné de leur vie. C'est un chiffre alarmant qui mérite notre attention. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la fois difficile et transformateur. Comment éliminer vos pensées négatives? Il ne s'agit pas seulement de faire taire ce critique intérieur, il s'agit de nous donner les moyens de vivre une vie plus épanouissante. Dans le monde du stoïcisme, nous comprenons que nos pensées ne sont pas de simples murmures dans l'esprit. Elles sont les voix puissantes qui dictent notre bonheur et notre souffrance. La sagesse stoïque nous enseigne que même si le monde ne se plie pas à notre volonté, notre perception de celui-ci dépend entièrement de nous. Les stoïciens n'étaient pas seulement des philosophes de l'Antiquité. Ils étaient les guerriers mentaux par excellence, luttant contre la tyrannie des pensées et des émotions incontrôlées avec rationalité et calme intérieur. Aujourd'hui, je suis là pour vous guider dans la compréhension de l'impact de ces pensées négatives et pour explorer des stratégies stoïques pratiques pour les combattre. Nous apprendrons à exploiter le pouvoir de notre esprit. Construisez une vie qui ne soit pas limitée par les chaînes de la négativité, mais propulsée par les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Si vous êtes sceptique, je vous encourage à rester avec moi. Cela pourrait remettre en question certaines de vos croyances les plus profondes, mais cela ouvrira également la porte à de nouveaux horizons de croissance personnelle. Sans plus tarder, commençons. Comprendre le problème. Les pensées négatives ne sont pas seulement une nuisance occasionnelle ou une mauvaise humeur passagère, elles peuvent avoir un impact considérable sur tous les aspects de notre vie. De la façon dont nous nous sentons au réveil le matin, aux choix que nous faisons concernant notre santé, notre carrière et nos relations, ces pensées peuvent être débilitantes. Mais qu'est-ce que la pensée négative? À la base, il s'agit d'une tendance à anticiper le pire, et nous supposons souvent que nous sommes moins capables ou méritants que nous ne le sommes réellement. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Les philosophes stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt nos interprétations de ces événements. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette perspective est au cœur de la compréhension de notre problème de pensée négative. Ce n'est pas nécessairement la réalité qui nous contraint, c'est la lentille à travers laquelle nous voyons notre monde. L'exploration de la psyché par Carl Jung nous éclaire davantage. Il a reconnu qu'une grande partie de nos pensées négatives provient des parties les moins conscientes de notre esprit, l'inconscient personnel et collectif. Jung a écrit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » En mettant ces croyances et ces préjugés inconscients à la lumière d'un examen conscient, nous pouvons commencer à atténuer leur emprise sur nous. Considérez un instant l'impact que cela a sur notre vie quotidienne. Face à un défi, les pensées négatives peuvent nous donner l'impression d'avoir déjà perdu avant même d'avoir commencé, nous empêchant de prendre les mesures qui pourraient conduire au succès. C'est comme être dans un bateau et ramer de toutes ses forces, mais sans se rendre compte que l'on est ancré au rivage. Peu importe vos efforts, vous n'allez nulle part. Le stoïcisme nous enseigne à examiner nos pensées de manière critique et logique pour remettre en question la validité de ces hypothèses négatives. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous incite à réfléchir à nos pensées avec minutie et à rejeter celles qui sont irrationnelles ou inutiles. Ce type d'introspection nous permet de nous détacher des schémas de pensée néfastes et de reprendre le contrôle de notre paysage mental. Ne sous-estimons pas l'influence de notre contexte sociétal et culturel. Dans un monde saturé de messages de manque de réussite, de richesse ou d'intelligence, il est facile de comprendre pourquoi des pensées négatives peuvent s'insinuer. Ces messages trouvent souvent un terrain fertile dans l'esprit. Les mauvaises herbes du doute et de l'insécurité poussent et peuvent étouffer notre potentiel. Mais le stoïcisme nous donne les outils pour éliminer ces mauvaises herbes et cultiver un jardin de pensées plus encourageantes et plus valorisantes. C'est à cette question de la pensée négative que nous nous attaquons aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de rejeter ou d'éviter les pensées négatives, mais de les comprendre en profondeur, de les remettre en question en profondeur, puis de les remplacer par des pensées raisonnées. La pensée constructive.
Cette approche stoïque ne se résume pas à faire face à la situation, elle vise à s'épanouir. En maîtrisant nos pensées, nous maîtrisons nos perceptions et, en fin de compte, notre vie. Alors, tout en continuant, gardons à l'esprit que chaque pensée que nous choisissons d'entretenir et chaque pensée que nous décidons de remettre en question est un pas vers le genre de vie que nous voulons vraiment vivre. Il est essentiel de comprendre les origines des pensées négatives pour les combattre efficacement. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les mauvaises habitudes, mais de découvrir les racines profondes qui façonnent nos perceptions et influencent notre paysage mental. Les pensées négatives proviennent souvent de diverses sources. Notre éducation, les pressions sociales, les échecs passés et parfois, les commentaires apparemment anodins de ceux qui nous entourent peuvent semer le doute, la peur et la limitation, qui peuvent se transformer en un état de négativité persistante. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous sont introduits dans des environnements qui ne favorisent pas forcément une estime de soi positive. Prenons l'exemple d'un enfant à qui on répète sans cesse qu'il n'est pas assez intelligent ou d'un système éducatif qui semble récompenser uniquement la perfection. Ces expériences peuvent considérablement influencer notre vision du monde. Aristote a fait remarquer un jour que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Si nous appliquons cette réflexion à l'esprit, nous voyons que des pensées négatives répétées peuvent devenir une habitude de nous voir nous-mêmes et nos capacités sous un jour diminué. Nos propres expériences d'échec et de rejet peuvent servir à renforcer ces scénarios négatifs. Chaque fois que nous sommes confrontés à un échec ou à une critique, cela peut confirmer un dialogue intérieur négatif qui murmure « Je savais que je ne pouvais pas le faire ». Cela peut se transformer en une prophétie autoréalisatrice, non pas parce que nous manquons de capacité, mais parce que nous commençons à agir d'une manière qui correspond à nos croyances négatives. L'idée de Platon selon laquelle la réalité est créée par l'esprit et que nous pouvons changer notre réalité en changeant notre esprit est profondément pertinente ici. En examinant et en remettant en question nos interprétations des événements, nous pouvons commencer à démanteler les fondements de nos pensées négatives. La peur joue également un rôle essentiel dans la promotion des pensées négatives. C'est un mécanisme de protection naturelle qui se transforme souvent en inquiétude ou en anxiété excessive, éclipsant notre jugement rationnel. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du rejet et même la peur de la peur peuvent toutes conduire à une pensée catastrophique où l'esprit se précipite vers les pires résultats possibles. Le stoïcisme propose un outil contre cela, la préméditation des mots, qui consiste à visualiser en détail le pire scénario possible pour en atténuer l'impact émotionnel lorsqu'il se produit ou s'il se produit réellement. Carl Jung a suggéré que, tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Beaucoup de nos pensées négatives sont enracinées dans des croyances inconscientes formées dans nos premières années, influencées par nos tuteurs, nos enseignants et les médias. Ces croyances inconscientes ne sont souvent pas remises en question parce qu'elles ne sont pas pleinement connues de notre esprit conscient. Rendre ces croyances conscientes peut les priver de leur pouvoir et nous permettre de reprendre le contrôle de nos pensées. De plus, les pressions sociales et culturelles ne peuvent être ignorées. Nous vivons dans une société qui met souvent l'accent sur la pénurie et la concurrence, en fixant des normes exceptionnellement élevées qui peuvent sembler inaccessibles. Cet environnement peut conduire à des comparaisons constantes et à un sentiment de ne jamais être assez bon. Le stoïcisme nous apprend à réorienter notre attention de la validation externe vers les vertus internes, nous encourageant à mesurer le succès par notre croissance personnelle, plutôt que par comparaison avec les autres. Les racines de la pensée négative sont variées et complexes, impliquant l'histoire personnelle, les expériences émotionnelles, les peurs enracinées et les messages sociétaux. Cependant, en tirant parti de la sagesse de la philosophie et de la psychologie occidentale, en particulier de l'accent stoïque mis sur le contrôle de nos perceptions et de nos réactions, nous pouvons commencer à comprendre et à démêler ces schémas de pensée négatifs. Cette compréhension profonde nous aide non seulement à atténuer leurs effets, mais nous permet également de reconstruire notre cadre mental de manière plus positive et plus résiliente. Renouvelez votre esprit. Lorsque nous parlons de renouveler notre esprit, nous ne suggérons pas seulement une tentative passagère de penser de manière plus positive.
Nous plaidons pour une transformation profonde et durable de notre dialogue intérieur. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui nous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Les philosophes stoïciens offrent des conseils intemporels sur la manière d'y parvenir grâce à la pratique disciplinée de la réflexion sur nos pensées et à leur façonnage délibéré pour favoriser la résilience et la paix. L'idée selon laquelle nos émotions et nos réactions sont le résultat de nos jugements et que nous pouvons les modifier est essentielle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïque, a écrit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. » Cette affirmation puissante nous rappelle que le renouveau commence par la prise de contrôle de nos pensées et ensuite par leur alignement sur nos véritables intentions et valeurs. Aristote nous offre également une perspective précieuse à ce sujet. Il a déclaré que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Ce voyage introspectif implique de plonger profondément dans nos schémas de pensée et d'identifier ceux qui nous servent bien par rapport à ceux qui sabotent nos efforts. En devenant plus conscients de nos pensées, nous pouvons commencer à remettre en question les pensées négatives qui se sont peut-être enracinées au fil du temps. Ce processus de remise en question et de changement de nos pensées ne consiste pas à nier nos émotions, mais à mieux les comprendre et donc à les gérer plus efficacement. De plus, les idées de Carl Jung sur la psyché humaine complètent magnifiquement cette sagesse stoïque. Jung a soutenu que ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais prend même de l'ampleur. Au lieu de résister aux pensées négatives, le stoïcisme nous apprend à les reconnaître, à analyser leur origine et à évaluer leur véracité. Cette méthode empêche ces pensées de s'envenimer dans les ombres de notre inconscient, où elles peuvent se développer sans contrôle. Renouveler l'esprit nécessite également que nous nous engagions dans des matériaux et des activités qui nourrissent la positivité et la croissance. Cela peut inclure la lecture de textes philosophiques, l'engagement dans l'art qui nous inspire ou simplement le temps passé à réfléchir et à méditer. Ces activités offrent de nouveaux récits et perspectives qui peuvent remplacer nos vieilles histoires inutiles. L'insistance de Socrate sur l'importance de vivre une vie examinée joue ici un rôle crucial. En examinant continuellement nos croyances et les pensées qui en découlent, nous nous engageons dans un processus de renouvellement mental qui maintient notre esprit agile et en phase avec nos objectifs philosophiques. Cet examen continu n'est pas seulement une tâche, mais un mode de vie qui maintient notre monde intérieur rafraîchi et en phase avec la réalité de nos expériences. Platon a également souligné l'importance de s'aligner sur les formes, les versions idéales de la justice, de la beauté et de la bonté. Dans la même veine, renouveler notre esprit peut être considéré comme un effort pour aligner nos pensées sur les versions les plus vertueuses et les plus puissantes de nous-mêmes. En aspirant à ces idéaux, nous créons une image de soi robuste, compatissante et profondément sage. Pour mettre tout cela en pratique, nous pouvons commencer chaque journée par une simple affirmation ou une réflexion stoïque qui donne le ton au type de pensée que nous souhaitons nourrir. Qu'il s'agisse d'une citation d'Épictète sur le pouvoir de nos réactions ou d'un mantra jungien qui nous rappelle la force que nous trouvons en affrontant nos ombres, ces pratiques quotidiennes sont les éléments de base d'un esprit renouvelé. Entourez-vous de positivité. Ce principe implique de choisir consciemment notre environnement, nos personnes, nos lieux et nos médias qui soutiennent et améliorent notre bien-être mental et émotionnel. Comme le recommandait Sénèque, il faut s'associer à des personnes susceptibles de nous améliorer. Ce conseil nous encourage à être sélectifs dans nos relations et à cultiver des relations qui nous inspirent et nous poussent à nous développer. Aristote a également évoqué l'importance de la compagnie que nous fréquentons lorsqu'il a parlé de l'amitié. Il a classé les amitiés en 3 types, celles qui sont utiles, celles qui sont agréables et celles qui sont bonnes. La forme d'amitié la plus noble et la plus précieuse, l'amitié du bien, est fondée sur le respect mutuel et l'admiration des vertus de chacun. Ce sont ces relations qui nous encouragent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Elles sont intrinsèquement positives parce qu'elles sont enracinées dans une quête mutuelle de vertu et d'excellence. De plus, l'allégorie de la caverne de Platon nous enseigne l'impact de notre environnement sur notre perception de la réalité. Ceux qui vivaient dans la grotte croyaient que les ombres projetées sur les murs étaient la réalité, car c'était tout ce à quoi ils avaient été exposés. Lorsque l'un d'eux s'échappe et voit le monde extérieur, il se rend compte des limites de sa compréhension et devient capable d'atteindre un état de connaissance supérieure.
Cette métaphore illustre magnifiquement comment élargir notre environnement pour y inclure des influences positives et éclairantes peut profondément changer notre perspective et notre compréhension. Les idées de Carl Jung sur l'inconscient collectif et les archétypes nous éclairent également sur l'importance de nous entourer de positivité. Selon Jung, notre psyché est influencée par des souvenirs et des idées partagées qui forment l'inconscient collectif. Ces éléments culturels partagés façonnent la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes. En choisissant des environnements positifs et encourageants, nous pouvons influencer les archétypes qui dominent nos récits personnels, en passant de ceux qui mettent l'accent sur la peur et l'inadéquation à ceux qui incarnent la force et la réalisation de soi. En termes pratiques, s'entourer de positivité signifie plus que simplement être entouré de personnes joyeuses. Cela implique de s'engager dans des contenus et des activités qui nous élèvent. Cela signifie participer à des communautés, en ligne et hors ligne, où les discussions sont fondées sur l'encouragement et les commentaires constructifs plutôt que sur la critique et la négativité. Cela nous oblige à être vigilants quant aux médias que nous consommons, en optant pour des livres, des films et des programmes qui inspirent et éduquent, plutôt que ceux qui perpétuent la peur ou le désespoir. Cela signifie également créer un environnement à la maison et au travail qui reflète les valeurs et les vertus que nous admirons. Cela peut être aussi simple que de garder un espace de vie propre et organisé, ce qui, selon la pratique stoïcienne, reflète un esprit propre et organisé. Ou cela peut impliquer de décorer nos espaces avec des œuvres d'art et des symboles qui nous rappellent nos engagements philosophiques comme le courage, la justice, la modération et la sagesse. Les mots de Sénèque résonnent à travers le temps lorsqu'il écrit « Accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse, vous pourrez mieux les utiliser quand vous serez plus vieux. » En nous entourant de positivité, nous nous accrochons ou cultivons essentiellement des enthousiasmes qui correspondent à notre meilleure nature. Cela améliore non seulement notre propre vie, mais établit également une norme et un phare pour les autres qui font partie de notre cercle, créant ainsi un effet d'entraînement positif. Agissez de manière stoïque. Dans notre quête pour surmonter les pensées négatives, les stoïciens nous rappellent que la compréhension et l'intention seules ne suffisent pas. L'action est essentielle. Comme l'a si succinctement dit Épictète, dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous devez faire. Cette directive simple souligne une vérité stoïcienne profonde. Nos idéaux doivent se manifester par nos actes, pas seulement par nos pensées. Agir au sens stoïcien signifie adopter des comportements et des pratiques qui renforcent nos idéaux philosophiques. Cela implique de faire chaque jour des choix délibérés qui s'alignent sur nos valeurs de sagesse, de justice, de courage et de modération. En incarnant ces vertus dans nos actions, nous remettons en question les pensées négatives qui prétendent que nous sommes incapables ou indignes, réécrivant ainsi notre récit en un récit d'autonomisation et d'auto-efficacité. Aristote souligne également l'importance de l'action dans sa doctrine du juste milieu, où la vertu n'est pas seulement un état d'esprit, mais un état de caractère résultant de la pratique habituelle de choisir le juste milieu entre l'excès et la déficience. Cette pratique est intrinsèquement active. Pour Aristote, nous devenons justes en accomplissant des actions justes, courageux en accomplissant des actes de bravoure et tempérés en accomplissant des actes de tempérance. Ainsi, l'action n'est pas seulement une démonstration de vertu, c'est le moyen même par lequel la vertu est cultivée. Platon donne également un aperçu du pouvoir transformateur de l'action à travers sa théorie des formes, qui postule que pour connaître le bien, il faut d'abord faire le bien. En d'autres termes, la vraie connaissance, une fois acquise, conduit nécessairement à une action juste. Par conséquent, en alignant nos actions sur notre compréhension stoïque de la vertu, nous nous rapprochons de l'idéal platonicien du bien, élevant non seulement notre esprit, mais aussi notre être tout entier. Le concept d'individuation de Carl Jung, le processus psychologique d'intégration du conscient et de l'inconscient pour parvenir à l'auto-actualisation, souligne encore davantage la nécessité de l'action. Pour Jung, cette intégration ne se produit pas uniquement par la contemplation, mais par des rencontres avec le monde qui remettent en question nos cadres existants et nous obligent à grandir. Il soutient que nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons que nous ferons.
soulignant que notre véritable caractère et notre maturité psychologique s'expriment à travers nos actions. Par conséquent, l'action stoïque implique plus que simplement combattre les pensées négatives. Il s'agit de vivre de manière proactive les vertus qui définissent le stoïcisme. Il s'agit de faire des choix, petits et grands, qui reflètent un engagement envers l'amélioration de soi et l'intégrité philosophique. Qu'il s'agisse de choisir de parler gentiment dans une situation difficile, de choisir d'affronter une peur de longue date ou de décider de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, chaque action est un pas vers la personne à laquelle nous aspirons. De plus, adopter une attitude stoïque signifie accepter les défis que la vie nous lance comme des opportunités de croissance. Au lieu de fuir les circonstances difficiles, les stoïciens les voient comme des arènes dans lesquelles pratiquer la vertu. Chaque défi est un appel à l'action, une occasion de faire preuve de résilience, de faire preuve de patience ou de réaffirmer notre engagement envers nos principes. En termes pratiques, adopter une action stoïque peut être aussi simple que de se fixer des objectifs quotidiens qui reflètent nos valeurs, de s'engager dans un service communautaire qui favorise la justice et la gentillesse, ou de maintenir des disciplines comme la tenue d'un journal ou la méditation qui encourage la réflexion et la maîtrise de soi. Chacune de ces actions permet non seulement de contrer les pensées négatives, mais aussi de construire un moi plus fort et plus vertueux. Le pouvoir des mots. La philosophie stoïque souligne que ce ne sont pas seulement nos actions qui reflètent nos vertus, mais aussi notre discours. Le pouvoir des mots dans la façon dont nous façonnons notre réalité ne peut être surestimé. Épictète a conseillé « Ne parlez pas de vous-même, pas même en bien ». Cette idée souligne le pouvoir inhérent des mots à influencer, et non pas seulement à exprimer, nos pensées et nos émotions. Les stoïciens comprenaient que les mots pouvaient construire ou détruire la citadelle intérieure de notre esprit. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, a souvent réfléchi à la manière de communiquer efficacement et honnêtement, soulignant que nos paroles doivent être assaisonnées des vertus que nous cultivons, telles que l'honnêteté, la retenue et la gentillesse. En alignant notre discours sur ces vertus, nous renforçons notre pratique stoïque et étendons son influence vers l'extérieur, impactant ainsi positivement ceux qui nous entourent. Aristote contribue également à cette conversation avec son concept d'éthos, de pathos et de logo, soulignant le pouvoir de persuasion de la parole. Il a soutenu que la crédibilité, ethos, l'émotion, pathos, et la logique, logos, sont des éléments essentiels d'une communication efficace. Pour Aristote, la façon dont nous parlons et les mots que nous choisissons non seulement transmettent des informations, mais persuadent et façonnent également le monde qui nous entoure. Lorsque nous parlons, nous ne transmettons pas seulement des données, nous influençons les opinions, les émotions et les comportements. Les dialogues de Platon montrent également une profonde appréciation de la précision et de la clarté des dialogues. Ces dialogues socratiques, par exemple, illustrent la manière dont Socrate utilisait les questions et le dialogue pour remettre en question les hypothèses et révéler des vérités plus profondes. Platon nous montre qu'à travers un dialogue attentif et réfléchi, nous pouvons guider les autres vers une meilleure compréhension et une plus grande conscience de soi. D'un point de vue psychologique, les théories de Carl Jung sur la psyché font écho à l'accent mis par les stoïciens sur la parole consciente. Jung a souligné le pouvoir de l'inconscient et la façon dont le langage peut à la fois refléter et façonner les impulsions inconscientes qui guident notre comportement. Il croyait qu'en amenant ces impulsions à la conscience par le dialogue et la réflexion, nous pouvons mieux intégrer nos composantes psychologiques, ce qui conduit à une plus grande plénitude et à une meilleure santé. De plus, le pouvoir des mots s'étend à notre dialogue intérieur. Les mots que nous utilisons pour nous parler peuvent influencer considérablement notre perception de nous-mêmes et notre état émotionnel. Le dialogue intérieur négatif, une expérience humaine courante, peut être particulièrement destructeur, entraînant une diminution de la motivation et une augmentation du sentiment d'impuissance. À l'inverse, un dialogue intérieur positif, fondé sur les vertus stoïques, peut nous responsabiliser et nous élever. S'engager dans des affirmations positives, une pratique souvent recommandée dans les thérapies cognitivo-comportementales modernes, s'harmonise bien avec les exercices stoïciens. Ces affirmations ne visent pas à se leurrer avec des déclarations irréalistes,
mais à renforcer la force et la résilience qui découlent d'une compréhension stoïque, du contrôle et de la vertu. En affirmant notre capacité à gérer nos réponses et notre engagement à vivre selon nos valeurs, nous renforçons notre détermination stoïque. Le pouvoir des mots dans le stoïcisme n'est donc pas seulement théorique, mais profondément pratique. Il englobe nos dialogues avec les autres, nos monologues intérieurs et même la manière dont nous nous engageons dans la culture au sens large. Chaque mot que nous choisissons a un poids, il construit ou détruit, il éclaire ou obscurcit, il guérit ou blesse. Alors que nous continuons à cultiver les vertus stoïques, soyons toujours attentifs au pouvoir transformateur de nos mots pour nous façonner nous-mêmes, influencer les autres et créer un monde plus en phase avec la raison, la vertu et la sagesse. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce voyage profond à travers les profondeurs de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas que les mots que nous choisissons et les actions que nous entreprenons ouvrent la voie à une vie vécue avec vertu et détermination. Alors que vous continuez à naviguer dans les complexités de la vie, laissez la sagesse du stoïcisme vous guider sur votre chemin, transformant chaque défi en opportunité de croissance.